La feuille de route du gouvernement algérien dévoilée jeudi dernier prévoit une opération de déconfinement progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique avec une reprise d'une partie des activités commerciales. Sont notamment autorisées à ouvrir les agences de voyage, les agences immobilières, les entreprises du secteur BTP, les galeries d'art, les boutiques de sport, de jeux et de jouets, ainsi que les pâtisseries. Par contre, tous les commerçants sont tenus de respecter de strictes mesures de prévention. C'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Après le confinement de 2 mois, on est resté à la maison quand même de 2 mois, sans faire du sport, sans rien. Du coup, on est très contents. La seconde phase du plan de déconfinement qui doit débuter le 14 juin prochain concernera d'autres activités comme les déplacements en taxi ainsi que la restauration. Fin mai, le gouvernement a reconduit le confinement partiel à domicile jusqu'au 13 juin prochain dans 44 des 48 préfectures d'Algérie et l'a totalement levé dans les 4 autres préfectures, dont 3 dans l'extrême sud désertique du pays. Les mesures de confinement se traduisent par un couvre-feu de 17h à 7h, soit 16h à 6h GMT dans les 16 préfectures les plus touchées, dont Alger et Oran, et de 19h à 7h dans les autres. La fermeture des établissements scolaires et universitaires, des stades, des mosquées et des salles de fête reste en vigueur. Selon le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, 10 050 cas de contamination ont été officiellement recensés en Algérie, dont 698 décès depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février dernier. Des habitants de la capitale libyenne Tripoli organisent des célébrations après la reprise de contrôle par les forces du gouvernement d'union de l'ensemble de l'ouest du pays, infligeant ainsi une défaite cinglante aux troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar, chassés de leur dernier fief dans cette région. Ils célèbrent les victoires à Tripoli. Les enfants sont ici et il y a beaucoup de monde. Malgré tout, nous avons persisté et remporté la victoire et nous continuerons à le faire. Nous allons nettoyer la Libye de tout ce qui s'oppose à un état civil que nous devons laisser aux générations futures et ne pas commettre la même erreur. Lorsque quelqu'un perd, il essaie de s'absoudre. Donc, il ne sera pas tenu responsable. Lors des réunions de Berlin et de Moscou, et quand il y a eu une initiative de cesser le feu, pourquoi Khalifa Haftar n'a-t-il pas signé? Il signe après avoir perdu la guerre. Il n'a pas perdu une bataille, mais la guerre. Il veut gouverner la Libye de toutes les manières possibles et devenir un deuxième Muammar Kadhafi. Khalifa Haftar fait maintenant une initiative et veut tenir des discussions alors que c'est fini et qu'il n'a plus de pouvoir. La Libye restera et la grande victoire sera obtenue dans toute la Libye, dans la volonté de Dieu. Plus de 16 000 Libyens ont été déplacés lors des derniers combats qui ont vu les forces du gouvernement d'union reprendre le contrôle de tout l'ouest du pays aux dépens des forces du maréchal Haftar. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche la mission des Nations Unies. La police de Minneapolis dans le Minnesota va disparaître dans sa forme actuelle. Ainsi en a décidé ce dimanche son conseil municipal. Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de notre population, a déclaré Lisa Bender, présidente du conseil municipal sur CNN. Elle a précisé avoir l'intention de transférer les fonds alloués au budget de la police vers des projets s'appuyant sur la population. Le conseil municipal compte également examiner la façon de remplacer la police actuelle, a-t-elle ajouté. Mais le maire de la ville, Jacob Frey, avait fait savoir avant le vote du conseil qu'il n'était pas favorable à ce démantèlement, disant à l'AFP qu'il préférait une réforme structurelle d'ampleur pour la refonte de ce système structurellement raciste. Par conséquent, la promesse du conseil municipal pourrait prendre du temps à se concrétiser. Les démocrates ont appelé ce dimanche à une transformation profonde de la police, accusée de discrimination, d'injustice et de brutalité à l'encontre des Américains noirs. Plusieurs élus démocrates veulent s'attaquer à ce qu'ils estiment être le fruit
d'un racisme qui gangrène l'histoire des États-Unis depuis l'esclavage, en présentant ce lundi devant le Congrès une loi pour réformer la police dans l'ensemble des États-Unis. Certaines mesures ont déjà été imposées à un échelon local depuis le début de ce mouvement de contestation. La mort de George Floyd n'est que la dernière d'une longue série ces dernières années de décès d'hommes noirs, pour la plupart non armés, lors d'interactions avec des policiers blancs. Il est 7 heures et le soleil rougeoyant n'a pas encore réchauffé le township de Tambisa, mais déjà des dizaines de lycéens en uniforme et masqués se pressent en file indienne devant leur école qui rouvre enfin ses portes. Depuis le 19 mars dernier, début du confinement très strict imposé par le président Cyril Ramaphosa pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les écoles d'Afrique du Sud étaient fermées. À la faveur d'un assouplissement dicté avant tout par la nécessité de relancer l'économie, elles ont officiellement repris ce lundi sur tout le territoire, mais uniquement pour les terminales et les 5e. Nous, les enfants, on ne respecte pas la distanciation sociale. On aime se toucher, parler et bavarder. Je ne sais pas. C'est un peu déroutant. Quand le nombre d'infections était faible, personne ne devait être à l'école. Mais maintenant que le nombre d'infections est élevé, nous sommes censés être de retour à l'école. Je ne pense pas que ce soit juste. En ce lundi de rentrée, le directeur du lycée Winnie Mandela est plutôt soulagé. Nous devons mettre en place un mécanisme durable, de sorte que ce que vous voyez ici ne soit pas seulement pour aujourd'hui, mais qu'il soit continu, qu'il devienne un mode de vie. C'est la nouvelle norme. Ils devront s'habituer. Tous les jours, ces stations de lavage de mains doivent être là. Les enfants doivent savoir que de temps en temps, ils doivent se laver les mains. Pour cette rentrée hors norme, les terminales sont réparties en 14 classes contre 6 habituellement. Chacune accueille désormais une vingtaine d'élèves contre une quarantaine normalement. Dans cette classe, je m'attends à avoir 19 élèves, mais normalement, nous en avons 43 ou 41. Il est 9h30 et tous les lycéens sont enfin en cours. Un total de 234 élèves sur les 263 inscrits au lycée Winnie Mandela ont répondu présent. Seuls 2 d'entre eux vont être renvoyés chez eux. Le premier a un rhume et la seconde est enceinte. La rencontre entre les ministres de l'irrigation et de l'eau des 3 pays aura lieu par visioconférence, a précisé le ministère de l'Irrigation dans un communiqué. 3 observateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'Afrique du Sud y seront présents, a-t-il ajouté. Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil Bleu est une source de forte tension entre Addis Abeba et le Caire depuis 2011. Après 9 années de blocage dans les négociations, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 des discussions visant à trouver un accord entre les 3 pays. En mai, l'Égypte avait dit accepter et reprendre les négociations sur le remplissage du réservoir du barrage pour parvenir à un accord juste, équilibré et global. Le même mois, le Soudan a rejeté l'accord proposé par l'Éthiopie concernant le remplissage du réservoir en arguant de problèmes techniques et juridiques. Le Soudan et l'Égypte craignent que le barrage de 145 mètres de haut ne restreigne leur accès à l'eau lorsque le réservoir commencera à être rempli en juillet selon la date initialement indiquée par l'Éthiopie. Mais si l'Égypte s'inquiète en particulier pour son approvisionnement en eau, le Soudan pourra en tirer certains avantages comme la fourniture d'électricité utile au développement et la régulation des crues du fleuve. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a, dans une déclaration commune avec les ministres allemands, français et italiens des Affaires étrangères, appelé tous les protagonistes dans la crise libyenne à retirer les forces étrangères, les mercenaires et les équipements militaires du pays. Le texte exhorte les belligérants
à prendre part de manière constructive à tous les volets du dialogue interlibyen mené sous l'égide des Nations Unies afin d'avancer vers un accord politique global dans le cadre des paramètres agréés à Berlin. Cette déclaration fait suite aux efforts diplomatiques accrus déployés par l'Allemagne pour favoriser une solution politique au conflit en Libye où deux coalitions, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, chacune soutenue par un ensemble d'États étrangers, se font la guerre. Pour rappel, la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011. Depuis avril 2019, le conflit a fait des centaines de morts, dont de nombreux civils, et poussé plus de 200 000 personnes à fuir. Dimanche dernier, la mission de l'ONU a affirmé que plus de 16 000 personnes avaient été déplacées du fait des derniers combats. À Rabat, des barrages policiers restent déployés, mais les rues sont plus animées et la circulation a repris de façon presque normale. Pourtant, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé d'1 mois jusqu'au 10 juillet dans un pays désormais divisé en 2 zones distinctes compte tenu des écarts sanitaires entre régions, selon un communiqué officiel publié dans la nuit de mardi à mercredi. Les activités économiques avaient déjà repris timidement fin mai dans ce pays de 35 millions d'habitants relativement épargné par le nouveau coronavirus, avec 8 455 contaminations et 210 décès officiellement recensés. Avec la prolongation de l'état d'urgence, le port du masque reste obligatoire, les rassemblements interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres fermés, les restaurants et cafés limités aux commandes à emporter. À la grande déception de tous ceux qui vont devoir rester chez eux pour une période indéfinie, les déplacements restent soumis à autorisation exceptionnelle, les enfants ne pourront pas sortir, la pratique du sport en extérieur restera interdite, il sera toujours impossible d'aller chez le coiffeur. Ces derniers jours, des médias marocains ont multiplié les appels à lever le confinement, pointant une situation intenable pour une large frange de la population, surtout dans les quartiers à forte densité. Le confinement est difficile, mais nous a permis de sauver des vies, s'est justifié le Premier ministre Saad Eddine El Othmani mercredi devant le Parlement. Sur les réseaux sociaux, le ton général est à la déception. Le hashtag Zone 1 a pris la tête des tendances sur Twitter au Maroc.